Le livre de Soi, chapitre 8, on continue avec un chapitre qui est relativement court, mais qui est assez riche d'un point de vue thématique. Je pense qu'on va s'arrêter à plusieurs moments pour justement discuter des implications un peu plus. On va aller un peu plus en profondeur dans le texte à ce moment-ci. On va moins discuter des effets que Walter essaie de faire avec ses mots, bien qu'il y a certains endroits où c'est le cas. Mais on va plutôt discuter de c'est ça, des implications un peu plus thématiques, des implications métaphoriques peut-être de certaines comparaisons qui sont faites dans le chapitre. C'est parti. Ok, donc le chapitre s'appelle Les spectres du passé et c'est un choix qui est assez bien fait, donc on va le voir tout à l'heure. Premièrement ici, je ne puis m'y faire encore, dit Soi. Toutes ces journées ont passé trop vite, j'ai l'impression que j'ai trop fumé l'herbe aux images. Puis ici, c'est une première mention d'une drogue dans le roman. L'herbe aux images, je pense pas que ce soit une expression qui soit utilisée très fréquemment pour quelques drogues que ce soit dans la vraie vie, mais on peut rapidement s'imaginer à quoi Soi fait référence. Donc voilà. Ici, instantanément, la jeune femme se trouva placée à côté de Soi, presque à le toucher, et il put respirer son odeur, une bonne odeur de femme, comme celle qu'il avait respirée sur Verena cette fameuse nuit. Il trouva troublant qu'ils puissent communiquer ainsi, elle qui venait du temps maudit, et lui qui ne savait pas ce qu'il était réellement, ni où il se rendait ainsi, avec ses compagnons de fortune dans un monde plat et mesquin. Puis ici, ça soulève un sujet qui est important, ou plutôt ça soulève un aspect du texte qui pose problème, selon moi. Et c'est le fait justement que le personnage de Soi est un peu perdu dans cette histoire. Donc, on est un peu dans un plat dans le roman avec très peu de tension, très peu d'enjeux parce que, évidemment, Soi et le visage de l'ours, puis tout leur groupe est à la recherche de Lucie, sauf que pour l'instant, Lucie n'est pas vraiment en danger. Oui, elle a été enlevée, puis est aux mains d'une sorcière qui a l'air qui a l'air d'avoir plus d'un tour dans son sac, mais pour l'instant, elle n'est pas vraiment en danger. Il n'y a pas ce sentiment d'urgence qui permet de faire avancer l'histoire, puis de rajouter un certain niveau de tension. Et donc, on est dans un plat dans l'histoire, et en plus de ça, Soi ne sait pas où il va. Ce qui est intéressant, parce que, évidemment, c'est un problème typique de l'adolescence, puis, dans un certain sens, Soi est un adolescent, puis il y a les problèmes de l'adolescence, et c'est ce qu'on voit à travers ce roman initiatique. C'est son histoire, c'est la façon dont il s'émancipe hors de la citadelle. C'est ça en fait, vous comprenez, là j'ai déjà parlé assez en détail du voyage du héros. Mais donc, une partie de l'adolescence, un élément important, c'est ce moment où on ne sait pas vraiment qui on est, on ne sait pas vraiment ce qu'on fait. Puis c'est ce qui est écrit ici, là, qui ne savait pas vraiment qui il était, où il se rendait ici avec ses compagnons de fortune dans un monde plat et mesquin. Donc il découvre ce nouveau monde, il réalise qu'il est plat et mesquin, mais il ne sait pas où aller avec ça. Puis ça va être caractéristique de ce chapitre-ci, on va y revenir, mais pour l'instant, seulement du point de vue de l'histoire, c'est assez mauvais. Donc oui, ça permet d'enrichir le personnage, mais d'un autre côté, ça fait en sorte que il n'y a pas vraiment de tension, on ne sait pas où on va, donc on ne ressent pas vraiment que l'histoire avance et que l'histoire nous mène à quelque part de précis. Et donc, c'est assez malheureux selon moi. Donc, oui, ça permet d'étoffer le parcours initiatique de Soi, mais le rythme de l'histoire en paie le prix. Et donc, on continue un peu plus loin, même pas mal plus loin. C'était la fin de cette scène de 820 mots. Donc, Soi est auprès de Syria durant cette interaction. Il jase un peu. C'est pas super important, puis Soi est très, attisé. Il convoite Syria et c'est pas la scène la plus édifiante, disons, ni celle qui va faire avancer l'histoire tant que ça, mais voilà, elle est là, 820 mots, c'est une bonne entrée en matière dans le chapitre, je suppose, mais pour 820 mots quand même, ça a coûté cher, là. Donc, on continue. Dennerpfeil accompagné de Soi, et donc Dennerpfeil qui est ce docteur qui est décrit juste ici, avec une description qui est très belle. Donc je vais pas faire ça beaucoup dans ce chapitre-ci parce qu'on l'a déjà fait à de nombreuses reprises, mais je pense que c'est une description qui en vaut la peine. Alors lisons-la. Le docteur Pfeil, avec son homme au poing et son parler précieux, sa chemisette blanche et ses shorts blancs, ses yeux de myope et ses lunettes cerclées d'or, ses mains manucurées et ses genoux cagneux, semblaient avoir été découpés dans un vieux livre.
ne parvenait à le rattacher à rien. Cet homme était réellement un ectoplasme, un fantôme aimable et disert qui s'appliquait à cacher les réalités derrière un paravent de mots difficiles et de circonlocutions filandreuses. Donc, bon, il y a l'usage de quelques mots un peu plus développés, un peu plus soutenus, peut-être qui sont utilisés à l'excès, mais je trouve que c'était quand même une belle description qui donnait un portrait du personnage étrangement spécifique et élaboré, mais qui fonctionne plutôt bien au final. Donc voilà. Nous avons développé sur Fort une programmation très éclectique de spectacles scéniques. Et donc ici c'est le docteur Pfeil qui parle, un nom très étrange d'ailleurs, ça va être difficile à prononcer, mais enfin. Spectacles scéniques, holographiques, musicaux. Pour nous, ce travail sur les perceptions et les sens a été l'un des plus importants. Il a donné d'excellents résultats et il nous a surtout permis de ne pas devenir fous, suspendus ainsi dans l'espace, dans un monde artificiel, trop beau pour être vrai, trop sophistiqué technologiquement parlant, pour demeurer supportable. Il est triste de devoir constater que toute cette intelligence, toute cette ingéniosité ont été dépensées en vain. Nous mourrons quand même, et nous mourrons de la façon la plus triste, la plus désolante. Nous mourrons d'épuisement. Ce qui termine cette petite scène entre soi et le docteur au nom compliqué. Donc 336 mots. Ce qui est intéressant ici, et là on entre dans le contenu un peu plus thématique, et c'est là où ça devient intéressant selon moi. La communauté de Fort, ici, le Faraway, qui est appelé Fort à certains endroits, je pense que ça revient plus tard dans l'histoire, mais voilà. Elle est en quelque sorte un récit d'avertissement. Donc, en anglais, on dit un cautionary tale. Je sais pas ce que c'est en français précisément. Un récit d'avertissement, je pense que vous comprenez. Selon Walther, la technologie développée à l'excès mène à la fin de l'humanité. Donc, c'est ce qu'on voit ici. L'ingéniosité et toute l'intelligence a été dépensée en vain, puisqu'au final, les êtres humains de Fort ne peuvent pas se reproduire. Et donc, ça montre l'échec de la technologie. Et d'un côté, donc, on ne peut pas aller de l'avant avec la technologie, mais d'un autre côté, retourner à l'animalité primitive de l'humain, comme celle qui a été montrée tout au reste de l'histoire, avec les guerres, avec peu importe les courses-poursuites, les batailles, ce que vous voulez. Ça non plus, ce n'est pas la solution. Donc, d'un côté, retourner vers le Moyen-Âge, ou d'un autre côté, aller vers ce monde un peu rétro-futuristique qui est montré avec Faraway. Les deux, ce ne sont pas des solutions pour Walther. Et c'est ce qui explique ici, nous mourrons d'épuisement. Au final, à quoi ça a servi? Et donc, c'est l'homme qui détruit l'homme. Puis, un pas en avant, c'est juste un pas vers la destruction, selon Walther. C'est ce qu'il discutait justement avec la guerre des cristals, qui est une guerre de bombes nucléaires. Est-ce qu'on peut comprendre, selon lui, aller de l'avant, c'est reculer. Et l'animalité primitive, aller de l'arrière, c'est également reculer, évidemment. Et donc, le contraste entre la communauté de Fort et les habitants de la Terre mène à un étrange dilemme, parce que ni l'un ni l'autre n'est une solution. C'est une vision qui est assez sombre de l'humanité, mais disons que ça entre parfaitement dans le courant de la Dark Fantasy, dans le sens où on comprend qu'il n'y a pas de solution, l'humanité est vouée à un échec, puis c'est souvent ce qui est représenté avec la Dark Fantasy. D'habitude, de d'autres façons, d'habitude, il n'est pas question de cet aspect un peu plus futuristique, comme c'est exploré ici avec Faraway. Mais je pense que ça fonctionne très bien, puis ça permet d'étoffer le propos de Daniel Walther. Et ça va revenir, puis j'ai encore d'autres choses à dire à ce propos, parce que l'histoire se complexifie, puis elle se complexifie plutôt bien selon moi. Je pense que ça a du sens dans le contexte de l'histoire. Et donc, on passe plusieurs moments, je pense même qu'on passe toute cette scène, enfin pas tout à fait, mais c'est une scène de 1050 mots, où il est question de cette salle étrange dans laquelle on peut voir le ciel. C'est comme un point d'observation, mais bon, il y a certains éléments qui nous sont un peu cachés pendant cette scène-ci, concernant la pièce, mais soit s'y trouve avec supposément Syria, je pense que c'est son nom, puis on a quelques scènes on a une scène d'exposition qui nous explique un peu ce qui s'est passé, notamment en l'an 2034, donc avec l'opération Sky Dragon qui a permis de mettre en place la base de Faraway. C'est pas si important que ça, mais vous devez comprendre qu'il y a beaucoup d'expositions, puis il y a également l'usage d'une voix off qui est utilisée un peu à l'excès peut-être, ou en tout cas personnellement j'ai trouvé que c'était un choix étrange, un choix qui était un peu discordant avec le reste de l'histoire.
Mais je pense que Daniel Walther, c'est vraiment son problème. Il essaie de créer un effet avec ses ponctuations, avec différentes tactiques pour intégrer des éléments différents, un peu post-modernes à son roman. Puis la plupart du temps, ça tombe assez à plat. Puis c'est le cas ici. Mais bon, on peut passer. Nous avons tous oublié l'essentiel, mon amour. Et là, ouais, faut que je vous mette en contexte. Syria ici, elle s'approche de soi, puis on comprend, elle a de l'œil pour lui. Et c'est réciproque, évidemment. Nous avons tous oublié l'essentiel, mon amour. Nous avions oublié que nous sommes mortels et que seul l'instant présent compte. Le passé et l'avenir ne sont que des leurres, des inepties grandiloquentes. Laisse-nous profiter de l'instant présent. Et donc, il faut remettre ça dans le contexte de justement l'aspect thématique dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est la solution qu'apporte Walther au problème? On peut pas avancer, on peut pas reculer, et donc le passé et l'avenir ne sont que des leurres. Et donc la solution, ça serait de profiter de l'instant présent. Et donc l'instant présent serait la seule chose qui est authentique. C'est peut-être le message qui est apporté. Mais d'un autre côté, une fois les passions passées, donc c'est ce qu'on voit là, je pense que vous comprenez, une fois les passions passées, le problème de l'humanité se pose à nouveau. Est-ce qu'on a réellement réglé les choses avec l'amour? Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Est-ce que le présent, est-ce qu'on peut se contenter de vivre dans le présent? Est-ce que c'est réellement ça que veut apporter Daniel Walther avec cette critique-là? Je sais pas. On va le voir tout à l'heure, là, mais on va finir par comprendre que l'amour, c'est plus une distraction dans ce roman. Sinon, c'est un levier politique, comme on l'a vu précédemment. Mais c'est certainement pas une solution. C'est certainement pas une solution dans un roman qui est aussi sombre et pessimiste à certains égards. On va le revoir. Et donc ici, soit sa voix qu'il rêvait, mais que son rêve allait plus loin que le simple rêve. Et donc ça, c'est en rapport à ce qui se passe avec Syria. Il pense que ce qui arrive dans la scène est pas réel, à un certain niveau. Qu'il était lui-même devenu un rêve flottant entre deux mondes indescriptibles, évoluant tel un grand vaisseau entre les étoiles et la brume. Avec Syria, il bascula dans un immense nuage aux couleurs du prisme, et tous les atomes de leur corps chantèrent dans le vent des étoiles. Ce qui termine très bien la scène de 1051 mots, un peu trop longue, mais avec quand même un contenu important. Mais ici, on comprend que soit par rapport aux deux mondes, par rapport au passé et au futur qui est personnifié d'une certaine façon par Faraway, même si à d'autres égards, elle est considérée comme un fantôme, comme un objet du passé, et également le Moyen-Âge du reste du roman, donc l'aspect un peu plus fantasy. Il voit ces deux mondes-là qui s'opposent, puis par rapport à ça, il est un étranger. C'est ce qu'on voit ici avec qu'il était lui-même devenu un rêve flottant entre deux mondes indescriptibles. C'est de ces deux mondes-là qu'il est question. Il ne prend part à rien, il est le spectateur de la déchéance des deux mondes entre rétrofuturisme et Moyen-Âge. Ce que je disais tout à l'heure. Et donc ça, évidemment, ça fait un rappel, ça fait écho à ce qui était question tout à l'heure. Soit ne sait pas vraiment où il va, il ne sait pas qui il est non plus. Puis, ça fait partie de ça fait partie de son voyage personnel. Et donc, c'est ça, je trouve qu'il y a quand même l'aspect thématique dont je parlais se relie bien avec l'histoire personnelle de soi dans cette scène-là. Puis, je pense qu'à cet égard-là, Daniel Walther a plutôt bien réussi sa job. Mais l'histoire se complexifie. L'histoire se complexifie parce que il pensait que ce qui s'était passé était un rêve, ce qui s'était passé avec Syria. Et en effet, on finit par découvrir que c'est pas réellement ce qui s'est passé. Une porte s'ouvrit et le Dr. Pfeil entra dans la pièce circulaire. Syria était avec lui et elle souriait sans la moindre chaleur. Elle était strictement vêtue de sa chemisette étoilée, de son pantalon blanc. Soit se sentit floué. Comment avez-vous trouvé cette expérience? Demanda le Dr. Pfeil en souriant de toutes ses dents. Formidable, bien sûr, car nous avons tout mis en œuvre pour que les capteurs sensoriels soient... Donc ici, on comprend que Soi a été floué. Même, c'est ça, ici, ça mène à un questionnement, au questionnement dont il était question tout à l'heure ici, lorsque Syria dit « Laisse-nous profiter de l'instant présent », on finit par comprendre que même l'instant présent était faux. Même l'instant présent était une ineptie grandiloquente. Et donc, au final, où est-ce qu'on peut se réfugier si ce n'est pas dans le passé, si ce n'est pas dans le futur et si ce n'est pas dans
le présent. Et donc, voilà, c'est un effet scénaristique assez intéressant, un retournement de situation plutôt fort. Donc, de dire que ce qui s'est passé avec Syria était faux, que ça a été construit, que c'est juste le produit de ces sens qui ne répondent pas comme il faut, un peu à la manière du malingénie de Descartes que je mets. Bon, c'est pas forcément utile d'utiliser cette analogie-là, mais le malingénie de Descartes, si vous connaissez un peu le concept, c'est un peu la même chose qui est discutée ici. Mais donc, la solution, c'est pas le présent, parce que face aux problèmes du passé et aux inquiétudes du futur, le présent non plus est pas réel, le présent non plus n'amène pas à une solution, quelle qu'elle soit, parce qu'on peut pas s'y fier. Et là, ouais, on va revenir à cette discussion-là, mais juste avant, il y a cette scène vraiment étrange où le visage de l'ours et ses compatriotes, son groupe, est dans une espèce de salle où il y a des oiseaux et des singes, une espèce de réinvention de la nature, mais sous le globe, sous la protection de justement la communauté provenant de Faroé. Et donc c'est comme cette espèce de nature artificielle-là qui est maintenue. Puis Visage de l'ours et son équipe est à cet endroit-là. Puis il y a vraiment une drôle d'interaction avec un oiseau qui semble... il enfonça son bec acéré dans la nuque de Visage de l'ours. C'est ça qui se passe avec l'oiseau. Et c'est comme une scène très étrange qui a une dissonance en termes d'atmosphère qui est vraiment particulière, qui fait comme ressortir les personnages de la situation dans laquelle ils sont. Puis on les voit un peu comme des êtres pathétiques face à toute la technologie du Dr. Phil, puis de pas la cité, mais la communauté de Faroé. Et donc, c'est juste une scène vraiment intéressante. Si vous êtes intéressé à la lire dans son entièreté, elle crée vraiment un effet particulier que je peux pas vraiment décrire, mais elle crée quelque chose d'important, quelque chose de très étrange, mais qui nous permet de voir ce groupe-là sous un nouvel angle. Et donc voilà, on revient à nos discussions de passé et de présent. Ici, on a une vraie conversation avec Syria et soit qui s'est encore floué, soit qui ne sait pas trop comment réagir avec Syria parce que selon lui, il a fait l'amour avec Syria, mais c'est pas réellement ce qui s'est passé. Et Syria est au courant que Soi a été floué de cette façon-là, mais elle souhaite quand même clarifier certaines choses avec Soi. Donc c'est ce qui se passe ici. Je veux comprendre que Soi dit. Le docteur de Nerfell est fou. Il règne sur cette île depuis longtemps. Il a coupé les ponts avec Faroé. Il nous dirige et nous lui obéissons. Il capture des créatures très diverses, les unes par la force, les autres, celles dont il craint les réactions violentes, par la ruse. Il explore leur cerveau. Il se constitue une collection émotionnelle. Ce qui est un passage que personne ne parlerait de cette façon-là, mais on va passer. De toute façon, ça arrive très souvent dans le livre. Puis je pense pas que Daniel Walther a la prétention d'écrire des dialogues qui sont réalistes. Alors dis Soi, tout est faux. Comment tout est faux? Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce qui a été dit. C'est trop absolu, Soi. Je te l'ai dit, rien ne compte que l'instant présent. Ce qu'elle a dit dans cette espèce de rêve qu'a eu Soi en passant. Il faudra bien que tu comprennes cela. Le présent est ramené, puis à ce qu'on comprend, même s'il est faux, il demeure la seule chose dont on peut se saisir, la seule chose qui est réellement en notre contrôle. C'est ce que je comprends de ce message-là, mais ça devient un peu confus. Ça devient un peu confus, puis ça va le devenir un peu plus tout à l'heure. Mais voilà, on comprend que Syria, ce qu'elle disait dans le rêve, avait une part d'authenticité. Elle disait que le passé et le futur sont des inepties, que le présent ne l'est pas, pourtant c'en était. Mais ici, elle affirme le contraire, elle affirme que ce qui compte, c'est l'instant présent, encore une fois. Et elle le prit dans ses bras, et ici, finalement, ils font l'amour réellement. C'est ce qui arrive. Et c'est un choix étrange. Parce que, selon moi, ça aurait été plus intéressant de ne pas donner à Soi ce qu'il veut. Je pense que maintenir Soi dans un état de frustration sexuelle, ça l'aurait mieux servi aux propos de Walther. Parce qu'ici, il parle clairement de quelque chose d'assez pessimiste avec son principe, avec son concept du présent qui est factice. Et donc, le passage fait juste rendre la thématique confuse. On comprend moins bien ce que Walther essaie de dire. Puis, il n'a pas encore développé son idée jusqu'au bout. C'est l'impression que ça nous donne.
ou en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné. Puis même s'il l'a pas encore terminé, il se contredit déjà, et ça c'est assez dommage. Et donc voilà, et donc on finit ce chapitre avec une phrase qui en dit long. Les singes et l'oiseau dormaient sans rêve, pour montrer leur aspect synthétique, leur aspect factice, comme toute chose qui se retrouve dans la communauté de Pharaon. Et donc, c'est ce qu'on en ressort. Et je pense que c'est un chapitre très intéressant, une parenthèse dans l'histoire qui est étrange, qui est dissonante du reste du livre, mais en même temps qui rajoute à cet aspect surréaliste que l'histoire, qui rajoute un peu à l'aspect onirique même de certains passages. Est-ce que toute cette parenthèse avec Faroé s'est réellement passée? Pourquoi est-ce que ça s'est passé ainsi? Ça reste assez mystérieux pour moi, même en lumière des autres chapitres, même en lumière des autres romans de la série. Mais voilà, on va en reparler légèrement dans le chapitre 9 qui va sortir dans quelques semaines. Mais donc voilà, on s'en reparlera à ce moment-ci. Puis en attendant, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous en avez ressorti des éléments intéressants. Puis voilà, et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.